Bonsoir à tous et merci d'être encore au rendez-vous de ce soir. Santé d'abord parlera de la cœlioscopie. Qu'est-ce que c'est? Retenez déjà simplement que c'est une véritable révolution technologique puisqu'elle permet de réaliser la plupart des interventions de chirurgie en gynécologie. Comment se fait la cœlioscopie? Dans quel cas est-elle pratiquée? Et quels sont ses avantages ou bénéfices? Est-elle uniquement pratiquée en gynéco ou bien d'autres spécialités aussi l'utilisent? Nous allons parcourir dans cette émission quelques questions qui vont vous éclairer sur cette technique chirurgicale. Des témoignages, des interviews et des images captivantes. Vous en aurez droit tout à l'heure. Restez donc avec nous. Nous avons 1h10 de temps à passer ensemble. Merci pour votre compagnie et surtout votre fidélité sans cesse renouvelée pour l'émission Santé d'abord. Voilà, nous recevons pour vous Dr Jean-Claude Kolani. Il est gynécologue obstétricien. C'est avec lui que nous animons l'émission de ce soir. Dr Kolani, bonsoir. Bonsoir Carole. Ça fait toujours plaisir de vous revoir parce que ça fait longtemps que vous n'êtes plus passé dans cette émission. Comment allez-vous? Vous allez dire à cause de Covid. À cause de Covid. Covidement, on n'arrive plus à faire certaines choses. Eh bien, en tout cas, face à cette maladie, je pense qu'il faut qu'on se retrousse les manches pour faire face à nos responsabilités et faire ce qu'on doit faire. Parce que si on doit rester là, je suis sûr que ce sera pour longtemps. Une façon de dire aux gens encore que il me semble qu'on doit continuer par vivre avec la maladie. Et qu'il faut donc juste continuer par prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir vivre normalement, vivre correctement et faire ce qu'on doit faire. Et à nous les médias, continuer la sensibilisation pour informer la population en leur disant que, attention, le mal est toujours dans la cité. C'est pour cela d'ailleurs que dans cette émission, il y aura une rubrique, une page spéciale Covid pour donner l'opportunité à vous, les spécialistes de la santé, sur certaines questions liées à cette pandémie. Nous y reviendrons. Alors ce soir, nous sommes là, c'est pour parler de la cœlioscopie. Ouais. La cœlioscopie, Dr Kolani, qu'est-ce que c'est? Alors la cœlioscopie, de son origine grecque, veut dire simplement regarder dans le ventre. Regarder dans le ventre, c'est comme vous l'avez dit à l'introduction, c'est une véritable révolution dans le monde de l'opération. Technologique. Oui, donc opératoire, qui consiste à opérer, comme vous l'entendez, vraiment faire une opération complète, mais pas comme on le faisait jusqu'à présent. Pour opérer, habituellement, qu'est-ce qu'on faisait? On ouvrait le ventre, largement. Et comme on disait, plus vous ouvrez largement, c'était proportionnel à votre talent. Non? La chirurgie classique conventionnelle. La chirurgie classique conventionnelle voudrait qu'on ouvre pour pouvoir avoir accès à la maladie et opérer, travailler. La cœlioscopie, on n'ouvre pas assez. On ne procède pas des petits trous par lesquels on passe donc des instruments. Et comme vous ne voyez pas dedans, puisque c'est fermé, on est obligé de mettre une caméra avec donc un tube de lumière. Les images donc sont projetées sur un écran et l'opérateur travaille du début jusqu'à la fin de façon efficace et aisée, en regardant juste à l'écran ce qui se passe donc dans l'abdomen de la patiente. Voilà. Donc, c'est quand même une technique qui, finalement, date du siècle dernier. Et ce n'est pas à l'essai. Vous savez, quand on parle des choses nouvelles comme ça, on a tendance à être un peu réfractaire. C'est normal, c'est l'esprit humain. Et vous comprenez aussi qu'on ne s'y lance pas comme ça. Donc, ceux qui l'ont appris, dans les mains de ceux qui maîtrisent la cœlioscopie, on arrive à faire beaucoup de choses et de belles choses. Avec la cœlioscopie, alors dites-nous, Dr Kolani, cette pratique chirurgicale est-elle courante en Afrique, spécialement ici au Togo? Ou bien elle est méconnue? Moi, je n'ai jamais entendu le mot cœlioscopie.
Oui, peut-être que c'est nous qui ne communiquons pas assez. Peut-être qu'il faut nous ouvrir de plus en plus les antennes pour que nous en parlions. Non, mais la célioscopie, comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est une révolution. Et c'est depuis quand même, on va dire, les grandes premières de la célioscopie en termes d'opération vraie datent des années 70. Et quelque part, la première opération, c'était en France. Aussi, je crois que vous faites référence ou soit à la chirurgie de la grossesse extra-utérine ou à la chirurgie comment ça s'appelle, d'une cholécystite. Mais de toute façon, et puis ne parlons pas de ça, sinon il y a de vraies querelles de qui a fait quoi en premier. Ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Mais si on veut considérer ce qui est en rapport avec la gynécologie, on va dire la vraie opération faite par célioscopie date des années 1973 et c'était une opération d'une grossesse extra-utérine. C'est ça. C'est donc une réalité depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, elle s'impose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jour où vous ne trouvez pas de raison de faire une Aujourd'hui, ça célioscopie. s'impose, mais ce qui veut dire que jusque-là, ce n'est pas très connu dans nos centres hospitaliers. Vous ne la pratiquez pas. Chez nous au Togo, les premières colonnes de célioscopie, c'est les années 1990. C'est une réalité. La célioscopie existe au Togo. Comme je vous dis, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais tous les jours, pour une clinique comme la clinique Biassa, qui dispose donc d'un plateau technique de on ne célioscopie. fait pas de la publicité, hein, Dr Kolani. Vous savez, déontologiquement, nous, on ne fait pas de la pub. Donc, à la clinique Biassa, où on dispose d'un plateau technique, tous les jours, on a des raisons de faire la célioscopie et il n'y a pas cette semaine qu'on ne fait pas de célioscopie à la clinique Biassa. Alors, dites-nous, docteur Kolani, pour vous donner une idée, on pense que 150 000 célioscopies sont faites par jour pour des raisons gynécologiques, rien que pour regarder juste à l'intérieur du ventre, pour savoir ce qui se passe. Et plus de 75% des cas, c'est pour des raisons d'infertilité. Donc, alors, raison d'infertilité, problème gynécologique, quelles sont les autres indications en termes vraiment terre à terre, facile? C'est-à-dire ce pourquoi on doit faire une célioscopie. Ouais, j'ai eu trompe bouchée. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on faisait en opération classique, parce qu'il y avait des maladies, toutes ces raisons peuvent être versées à la célioscopie. C'est ça. Donc, maladie de l'utérus, ça peut paraître étonnant, mais aujourd'hui, on peut opérer des fibromes par célioscopie. Maladie des trompes bouchées, des trompes qui sont attaquées d'autres maladies, une infection, une maladie qu'on appelle l'endométriose. Vous connaissez? Les maladies des ovaires. Donc ce sont des kystes et les maladies, on va dire, du bas-ventre. Ça, ce sont des maladies, on va dire, bénignes. Mais dans les cancers, la célioscopie a largement sa place aujourd'hui. Donc, on va dire, c'est toute l'entité gynécologique qui peut utiliser la célioscopie pour voir ce qui se passe et traiter la maladie. Alors, nous allons regarder tout à l'heure certaines images, mais en attendant, docteur, nous allons voir une patiente au bloc, et c'est vous qui l'avez opérée par célioscopie. Alors, dites-nous quel était son problème. J'en ai opéré beaucoup et on parlait de laquelle? Non, vous allez voir les images tout à l'heure, mais la dernière. Non, je rigole, mais la dernière, c'était une grossesse extra-utérine. Cette patiente a eu donc ce qu'on appelle une grossesse qui n'est pas localisée dans l'utérus, mais qui est localisée ailleurs, hors de l'utérus. Et cette fois-ci, la grossesse était dans la trompe. Étant donné que la trompe n'est pas l'organe censé garder la grossesse de par sa taille, à un moment donné, quand la grossesse augmente de taille, ça finit par s'éclater. Et quand la trompe s'éclate,
les vaisseaux qui sont autour aussi s'éclatent et ça va la provoquer de patiente l'hémorragie. saigne dans le ventre. C'est là la gravité de la pathologie et c'est ce qui fait aussi l'urgence de la pathologie. Okay. Il faut vite intervenir pour arrêter le saignement et guérir la patiente. Très bien. Alors, comme toute opération, j'allais dire, comme toute opération chirurgicale, il faut s'assurer que tout va bien. Alors, surveiller les moindres détails. Et le plateau technique, est-ce que ce plateau technique, il a un niveau assez élevé, relevé? Le matériel qui doit servir à opérer est-il au point? Est-ce qu'il est bien stérilisé? C'est en ce moment qu'on peut alors préparer la patiente et passer à l'étape de l'anesthésie. Et tout cela fait partie de la phase pré-opératoire. Voyons en image cette étape de la préparation. C'est tout de suite les premières images. Madame, vous n'aviez aucune expérience de cette intervention, mais qu'est-ce qui fait que vous avez accepté qu'on vous opère de cette façon? C'est pour pouvoir être, on va dire, opérationnel assez rapidement après l'opération. Donc vous avez compris que cette intervention vous permettra de recouvrer vite votre liberté d'action, c'est ça? Exactement, c'est ça. Sans être indiscret, vous faites quoi comme travail? Je suis architecte. Ah oui, hein, vous comprenez. Donc, j'ai besoin d'être active assez vite. Ok. C'est vrai que cette intervention, par rapport au fait que si on vous opérait en ouvrant totalement le ventre, vous aurez des difficultés à vite vous rétablir. Si on vous ouvrait le ventre, on va dire que la plaie va se cicatriser au bout de 10 jours, mais avec ça, on va vous le montrer tout à l'heure ou à la fin de votre intervention. Il n'y aura que de tout petits trous sur le ventre, ce qui fait que finalement, déjà demain, on peut imaginer que vous sortiez de la clinique. Okay. C'est bien. Mais écoutez, on vous souhaite quoi? Bon rétablissement, bonne intervention et à bientôt. Donc là, c'est l'installation, la patiente est installée et l'anesthésiste va nous assurer un bon relâchement du ventre parce que si le ventre n'est pas bien relâché, ce sera difficile pour nous de faire notre procédure. Donc l'opération se passera ici. Voilà, l'opération se passera ainsi, docteur Koulani. On a vu que la patiente a été endormie. Ça veut dire qu'il s'agit d'une anesthésie totale. Alors, dites-moi, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas appliquer une anesthésie loco-régionale et donner l'opportunité à la patiente de voir à l'écran ces images extraordinaires telles que nous allons les découvrir tout à l'heure? Pourquoi une anesthésie totale et non locale? Non, parce qu'elle ne pourra pas supporter. En réalité, l'anesthésie, on va dire, locale ou loco-régionale a été essayée au début de la cilioscopie, mais étant donné que ce qui n'a pas été dit en réalité, c'est que pour opérer, il faut que les organes soient écartés des uns des autres. Il faut créer un vide dans le ventre qui permet donc de la mobilité des instruments. Il faut faire gonfler le ventre. Ce qui fait que
on met du gaz pour gonfler le ventre. Du gaz carbonique? C'est du gaz carbonique. Ce gaz est parfaitement toléré par l'organisme, ça ne pose aucun problème. Donc, ce gaz va distendre le ventre et l'anesthésie locale ne pourra pas, on va dire, éviter la sensation douloureuse à la patiente. Donc, ce qui fait que c'est l'anesthésie générale qui est indiquée. C'est vrai que ce soir, c'est moi qui pose des questions. Vous devez me regarder, mais de temps en temps, vous regardez votre caméra parce que vous vous adressez là aux téléspectateurs. Est-ce qu'on est d'accord, Dr Kolari? Je vais apprendre. Il faut apprendre. Alors, dites-nous, quelles sont les autres spécialités, à part la gynécologie, qui utilisent également cette pratique chirurgicale qu'est la cœlioscopie? Je suis toujours content de dire que tout a commencé en gynécologie. Mais aujourd'hui, toutes les spécialités sont investies par la cœlioscopie. Si on va dire de la tête jusqu'aux pieds, on fait de la cœlioscopie, on fait de la chirurgie endoscopique. On va dire ça comme ça. On fait de la chirurgie endoscopique pour les neurochirurgiens, donc quand il s'agit de tumeurs, pour les ophtalmologues. Hein? En ophtalmologie, on fait de la chirurgie viscérale. Oui, la chirurgie viscérale, donc on opère les appendicites, on opère les cholécystites, on opère les cancers digestifs, et pour les ORL. Donc, en neurologie, oui, en neurologie. Donc, on va dire aujourd'hui, globalement, aucune spécialité n'est exclue. Alors, est-ce que les conditions pour réaliser la cœlioscopie sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de la chirurgie classique ou bien conventionnelle? Autrement dit, est-ce que la cœlioscopie va changer le principe de l'intervention en fait? Alors, quand on considère la cœlioscopie, la tendance est de penser que c'est, on va dire, une chirurgie nouvelle. Non, il faut la considérer comme étant une technique chirurgicale. C'est-à-dire que c'est une variante d'opération. Donc, les règles de la chirurgie traditionnelle restent. Avant d'opérer, vous avez très bien parlé tout à l'heure en disant les conditions donc de préparation du patient. Donc, on doit s'assurer que la patiente, ou le patient, j'aime dire souvent la patiente, vous comprenez pourquoi? C'est la gynéco, c'est les femmes. Donc, oui, et il faut s'assurer donc que le patient soit capable de supporter l'intervention. Il faut s'assurer que l'anesthésie va se passer dans de bonnes conditions. Après, l'opération se déroule dans un bloc chirurgical, avec toutes les mesures d'asepsie. Vous avez vu sur les images, là, on s'habille comme on devait faire de la chirurgie à ventre ouvert. Et après, seulement que c'est au moment de faire la technique que nous utilisons ce qu'il faut utiliser. Il faut donc disposer le matériel qu'il faut. Il faut disposer donc de la colonne, mais il faut apprendre la technique. On dit qu'une technique n'a de valeur que dans des mains entraînées. C'est un peu comme on dit le football c'est bien, le football est bien, mais le football est encore bien quand c'est Messi qui joue. Hein. Donc il faut maîtriser la technique, c'est là que la technique prend toute sa valeur. Alors, est-ce qu'avec la cœlioscopie, il y a moins de complications? Les détracteurs de la cœlioscopie voudraient que ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'ils aiment dire qu'en cœlioscopie, apparemment, il y a plus de complications. Non, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de choses, le gaz qui peut avoir des complications. On utilise des instruments qui peuvent aussi donner des complications. On utilise du courant, mais le courant aussi est utilisé en chirurgie traditionnelle, conventionnelle. Et finalement, vous vous en doutez, des études ont été faites pour dédouaner un peu la cœlioscopie et en considérant sur 10 ans, une étude a montré, en considérant sur 10 ans ce qui peut advenir des complications entre une chirurgie sur ventre ouvert et une chirurgie par laparoscopie. Laparoscopie aussi, c'est un autre nom de cœlioscopie. On s'est rendu compte que il y a plus de complications sur ventre ouvert que sur cœlioscopie quand il s'agit par exemple des lésions des intestins. Donc il n'y a pas de raison de craindre plus de complications avec la cœlioscopie. Encore une fois, lorsque c'est fait
comme l'autre le dit, c'est pas des experts. Lorsque ça se fait dans les règles de l'art, je crois qu'il y a moins de complications. Alors, technique innovante, même si elle a été inventée dans les années 1970, alors technique innovante, la celluloscopie doit avoir un coût forcément. Un coût qui doit dépasser la bourse du Togolais moyen, puisque vous avez fait allusion à votre clinique. Alors, dites-nous, le coût de la celluloscopie. Mais dit comme ça, on va dire tout de suite, ouais, la celluloscopie est chère. Mais il faut plutôt considérer que quand on fait la celluloscopie, c'est parce que le patient doit être opéré. Donc, il s'agit en fait de voir si on opérait ce patient par la chirurgie classique conventionnelle, ce que ça coûterait, et de comparer à la celluloscopie et de coût. Et vite fait, on a envie de dire, ouais, la celluloscopie, ça coûte cher parce que c'est une technique et puis ça a donc un coût. Eh bien, oui, mais la qualité aussi a un coût. La qualité a un coût. Très bien. Néanmoins, quand vous mettez bout à bout les avantages de la celluloscopie, quand vous opérez une patiente aujourd'hui et que demain, elle rentre chez elle, durée d'hospitalisation raccourcie, elle a moins mal, elle achète moins de médicaments, elle a moins mal, nous aussi, nous on utilise moins de drogues anesthésiques pour soulager de la douleur. Elle rentre chez elle tôt. Vous savez, quand on hospitalise les patients en Afrique, chez nous, c'est toute la famille qui est mobilisée. Il faut venir à Zémijan, il faut dépenser beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Ouais. Donc, quand on met bout à bout toutes ces dépenses, on se rend compte que la celluloscopie, finalement, ne coûte pas plus cher. C'est pour ça qu'il faut l'inscrire en réalité dans une vraie politique d'économie de la santé. Et c'est pour ça que ceux qui prennent les décisions, les adultes, doivent se rendre compte que la celluloscopie, même si au départ l'investissement paraît important, à la fin, c'est bénéfique pour la société. Très bien. Nous allons parler des bénéfices ou bien des avantages de la celluloscopie dans cette émission. Mais en attendant, nous allons retourner au bloc alors pour voir comment se déroule la celluloscopie. La celluloscopie visualisée à l'écran, des images impressionnantes qui démontrent effectivement de l'évolution ou de l'avancée de la technologie et surtout de l'ingéniosité de son inventeur, de cette technique, l'inventeur, de cette pratique chirurgicale, je veux dire. Alors, nous sommes dans un bloc opératoire d'une clinique de la place. Regardez et appréciez vous-même. Prêt pour le décollage. C'est un peu comme en aviation, hein. Le capitaine veut suivre tout le monde. Ouais, parce que ici prête. Il y a plusieurs façons de faire cette incision pour faire un autre part. Alors, j'ai fait une ultime test. Oh, il n'y a pas ça, il n'y a pas de gain. Alors, au bout de l'aiguille, s'il y a du vide, ce sera donc le gaz. Et je vais pouvoir avoir du gaz qui revient dans ma seringue. C'est toujours un élément de sécurité. A priori, ça devrait aller. Donc, maintenant que le ventre est distendu, je peux faire entrer mon trocard. Ok. En s'orientant vers voilà. C'est dedans. On y est. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est du sang. Et on voit cette boule là qui pointe
certainement c'est un petit fibrome sur l'utérus. Donc cette femme qui visiblement était en bonne santé, qui n'avait que cette petite douleur, ça c'est le foie, okay. A du sang un peu éparpillé un peu partout dans le ventre, et beaucoup plus au bas. Hein. Ça c'est dans le pelvis, c'est pas bon. Donc voilà, nous avons la première étape, on va dire, capitale donc, de l'examen, parce que sans présentement on ne peut rien. On a réussi cette première étape sans problème. Maintenant, on a vu, on a confirmé que cette femme a du sang. On a confirmé que cette femme a du sang dans le ventre. Maintenant, on va passer à l'étape où on va placer les instruments. Et c'est actionné par Madame Amba. Laisse bien la main. Recule, recule. C'est parce que c'est passé. Ok. Voilà. Laisse bien, laisse bien. Voilà. On procède déjà à l'aspiration. Apparemment, attention. C'est curieux, cette structure-là ressemble à la grossesse. C'est possible que ce soit ça. Donc, là, on est en train d'aspirer. Alors, donc ça, c'est l'utérus. Et le petit fibrome, voilà. Et ça, ce sont les intestins. Hein? Ça, c'est la graisse intestinale. Ok. Baisse bien la main, tu n'arrives pas. L'utérus, c'est un peu gros. Hein? Maintenant, on a fini d'aspirer. On va s'aider d'un basculement de la tête. Voilà. Tout de suite. Après, parce que... Vous voyez le sang? Centre l'image maintenant. Centre ton action. Centre ton action. Allez, on voit les yeux. Attends, monte ici. Sans trop rapprocher, tu fais juste un mouvement de... Voilà la trompe qui est malade. Vous voyez, elle est gonflée. Il y a encore du sang qui sort. Voilà. Elle est encore gonflée. Bon, écoute, tu vas nettoyer. Voilà, c'était là l'opération, la célioscopie. Docteur Koulani, au cours de l'intervention, vous disiez non, ça ne peut pas marcher, non, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que vous faites allusion à quoi exactement? Vous savez, quand on est dans une ambiance de bloc opératoire, vous avez dû comprendre que... Non, je ne sais plus tellement ce à quoi je faisais référence, mais... Ou bien peut-être le fœtus qui, au lieu de se loger dans l'utérus, est parti se loger dans une des trompes. Ah oui, là, et qui a provoqué une hémorragie. Vous me rappelez, oui, mais c'est-à-dire qu'une fois que la grossesse est bien localisée dans la trompe, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher. Et là, vous avez vu que cette femme a, on va dire, une forme plutôt gentille de grossesse extra-utérine, parce que à la fin, on lui a conservé la trompe. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte que la grossesse est tombée dans le ventre
c'est vrai que ça ne continuait pas à saigner. C'est ce qu'on appelle un avortement tubo-abdominal. Donc la grossesse qui était au départ dans la trompe, ne trouvant pas de moyen de se développer correctement, a été finalement expulsée vers l'extérieur. Alors, donc dans des conditions comme ça ne peut pas marcher. Alors c'est vrai que la première étape dont vous faisiez allusion, c'était d'aspirer le sang qui était en abondance dans le ventre. Alors la prochaine étape, c'était quoi? L'opération vise quoi exactement? Dans ce cas d'espèce, l'opération vise d'abord à reconnaître. Vous avez vu que quand je suis rentré, quand on a pu avoir accès à l'abdomen, on a dit « Ah, enfin, on voit » et le fait de dire que cette femme qui était en apparente bonne santé, c'est continuer par dire que rien n'était gagné d'avance. Et c'est là la place de la cœlioscopie, de mettre la lumière sur sa forme, comme je vais dire, de mettre la lumière sur ce dont on pensait et puis ensuite d'opérer. Donc ici, ça nous a permis de dire oui, nos suspicions, nos doutes trouvent un éclairage. Nous sommes vraiment en présence d'une femme qui est en train de saigner dans le ventre. Ensuite, après avoir aspiré, on voit mieux. Avant, je ne savais pas de quel côté se localisait la grossesse extra-utérine. C'est après que je me suis rendu compte donc, que c'était à droite. Et après, d'évaluer la situation, de savoir, cette trompe-là, je la garde ou je l'enlève. Et je me rends compte que cette trompe était plutôt à garder. Dans d'autres cas, où on se retrouve avec une trompe qui est totalement éclatée, qui continue de saigner pendant que vous y êtes, vous êtes obligé parfois donc, de faire l'ablation ou l'enlèvement de la trompe complètement. Très bien. Alors, et après cette opération, quelques petits problèmes quand même à noter, vous avez à peur signaler. De les dire, hein? Quelques problèmes post-opératoires. Vous êtes gentil avec moi, vous ne voulez pas qu'il parler de complications? Non, je dis quelques petits problèmes, hein, puisqu'on a déjà parlé des complications. Je pense qu'il faut être honnête, et ça dépasse le cadre même de la cœlioscopie. En chirurgie, il faut pouvoir dire aux patients qu'il n'y a pas de technique opératoire sans complications ou sans risque. Seulement que les risques sont souvent minimisés avec l'apprentissage, avec la façon de le faire, avec la rigueur de la technique. Les risques sont tellement minimes et rares qu'on va jusqu'à parfois les oublier. Mais il existe toujours des petites complications qui peuvent survenir au cours de cette intervention, un peu comme toutes les autres interventions chirurgicales. Très bien. Merci beaucoup, Dr Kolane. Nous ouvrons à présent la page Covid-19 de cette émission avec tout de suite ce jingle. Comme on le disait tout à l'heure en début de cette émission, que la pandémie au nouveau coronavirus existe toujours. Et donc, nous devons continuer et multiplier la sensibilisation à l'endroit de la population. Et dans cette rubrique, nous allons suivre tout à l'heure deux spécialistes de la santé, notamment Dr Agbobli et Dr Agbetiafan, qui ont répondu à certaines de nos questions liées justement à la pandémie du nouveau coronavirus. Des questions comme comment doit-on porter le masque? Le port de la visière assure-t-il une bonne protection? Vous savez, aujourd'hui, la visière est devenue presque la mode. Hein, et donc, le spécialiste va se prononcer un peu sur la visière comme protection contre le Covid-19. Et entre autres questions aussi, est-ce que deux personnes peuvent utiliser le même masque? Voici les questions auxquelles les deux spécialistes ont répondu tout de suite. Est-ce qu'on peut faire la cœlioscopie avec le Covid? Je n'ai pas envie d'enlever ce que j'ai porté, mais je le décris tout simplement. Je préfère appeler le masque un cache-nez. Quiconque prendra un objet pour cacher le nez, ça suppose également que la bouche est cachée. Donc le masque doit se porter de façon à couvrir et le nez et la bouche. L'idée étant que chacun retienne ce qu'il a comme projection pendant qu'il parle, et ça prévient également d'être en contact de projection de celui que j'ai en face. Impossible, ça non, jamais. La seule condition,
durant laquelle deux personnes peuvent utiliser le même masque, c'est les masques recyclables. Si une personne utilise ce masque recyclable qui est en tissu, il va falloir aller le désinfecter, c'est-à-dire le laver correctement, le sécher, même le repasser, histoire à s'assurer que le masque est propre, le masque là encore est hygiénique, est stérile, on peut porter. Dans le cas contraire, ce n'est pas bien qu'une personne porte un masque et après l'enlève comme ça et donne à l'autre pour porter. Ça, c'est exclu, c'est hors de question. La visière seule, non, parce que la visière a quand même des espaces découverts. Quand vous voyez les côtés latéraux de la visière, vous pouvez être facilement contaminé parce que quand les postillons sortent, les postillons suivent le sens du vent. Alors le vent peut les amener, faire le tour de la visière et vous atteindre par les narines ou la bouche. Donc l'idéal, si vous portez la visière, c'est bien. La visière vont probablement protéger vos yeux. Mais en plus de la visière, il va falloir au préalable porter le masque. Plus la visière, c'est encore mieux. Nous en avons marre peut-être des dispositions, mais Corona n'en a pas marre de nous. Lorsque vous voyez, en termes de décomposition, l'effectif de personnes contaminées, les décès, la représentation, c'est dans toutes les couches, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les rangs sociaux. Ça veut dire que nous n'avons pas du tout intérêt à baisser la garde. L'autre élément important, mais parmi les décédés, on croyait au début que c'est les sujets qui ont, en dehors de Covid, d'autres maladies qu'on va appeler comorbidités, qui font les formes graves. Mais non. On a dans ce lot des sujets qui n'ont aucun facteur de risque associé, aucune autre comorbidité, qui ont fait la forme grave et qui en sont décédés. Covid est dans la cité, Covid c'est une maladie grave, nous pouvons nous en prémunir. La prise en charge qui est efficace, hein, nos techniciens de la santé que je salue au passage, ils se battent. On a un fort taux de guérison, mais il vaudrait mieux ne pas du tout être infecté plutôt que d'attendre être infecté et de compter sur qui que ce soit. Le message fort, c'est que nous puissions respecter les mesures édictées. Le port obligatoire est correct de bavette, je préfère l'appeler de cache-nez, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, et si on a de la solution hydroalcoolique, on peut passer après ce lavage. Le respect de la distanciation sociale. Heureusement, aujourd'hui, on voit de moins en moins, ou de façon extraordinaire, de voir quelqu'un qui tend encore la main à son frère. On ne se serre pas la main. On peut se saluer sans se serrer la main. Au niveau des églises ou au niveau des lieux de culte, il y a des dispositions qui ont été prises. C'est recommandé d'éviter tous les endroits où il y a attroupement. Les lieux de culte sont des endroits où on ne peut pas éviter l'attroupement, mais la réglementation actuellement est telle que on réduit le nombre de personnes qui doivent à la fois suivre les cultes. Donc on a conseillé, recommandé de fractionner. Et j'avoue que si ces mesures sont respectées, nous avons aujourd'hui à considérer que nous ferons long feu avec Covid et nous avons tout intérêt à observer ces mesures. Voilà, nous remercions les docteurs Agbobli, Yawa Pelete et Agbetiafa Kofi Ebenezer pour leurs réponses. Voici à présent la situation de la pandémie au nouveau coronavirus chez nous au Togo à la date d'hier, lundi 17 août.
Le nombre de cas confirmés est de 1154 avec 7 nouveaux cas. Le nombre de personnes guéries est de 858 avec 15 nouveaux guéris depuis dimanche à hier lundi. Et le nombre de cas actifs est de 269 et le nombre de décès est de malheureusement 27. Docteur Koulani, avez-vous aussi constaté que certaines personnes ne prennent pas au sérieux le respect des gestes mesures dans cette lutte contre le Covid-19? Je ne voudrais pas dire ne prennent pas au sérieux, mais aujourd'hui, c'est une certaine lassitude qui gagne. Effectivement. Qui gagne tout le monde. Et encore une fois, tenons bon. Tenons bon parce que, comme mon collègue Dr Bobi l'a dit, le Covid est dans la cité, ne baissons pas. Et il faut faire long feu parce que c'est pour longtemps certainement. C'est pour longtemps certainement. Nous devons désormais apprendre à vivre avec la maladie et donc respectons les mesures barrières, protégeons-nous afin de protéger aussi les autres, c'est extrêmement important. Revenons maintenant à présent sur le thème du jour. Il s'agit de la célioscopie. Ah oui, nous en parlions dans cette émission. Alors, docteur Koulani, la célioscopie, quelle est la durée de l'opération? Je pense qu'il ne faut pas... C'est difficile de dire, tout dépend donc de l'importance de l'intervention qu'on veut faire. Au départ, les gens appelaient ça chirurgie mini-invasive. Vous voyez? On voulait donner l'impression que c'est une intervention qui n'était pas aussi envahissante de l'organisme, puisqu'on passait par le petit trou, on avait l'impression, au cœur, on va dire, au départ, comme on ne savait pas faire beaucoup de choses par ces techniques, on ne faisait pas grand-chose. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et il faut plutôt dire chirurgie d'accès minimal. Mais en réalité, comme je vous ai dit, on peut opérer des cancers avec la laparoscopie. Ouais. Et vous comprenez que cette intervention risque d'être longue. Mais honnêtement, quand on opère par célioscopie une GU, pour faire clair, une grossesse extra-utérine. Ouais, GU. Et que mon collègue fait la même intervention par chirurgie traditionnelle, classique, dans l'autre bloc, il aura tendance à finir plus vite que moi. Donc, vous avez vu, les gestes ne sont pas directs. Ouais. Et les actions sont plutôt pas aisées, donc on a tendance à prendre beaucoup plus de temps à réaliser les gestes que si c'était par ventre-ouvert. Donc les interventions sont relativement plus longues en endoscopie et comme on dit, le bénéfice c'est après. Et par rapport à la durée d'hospitalisation, si nous prenons par exemple le cas de votre patiente dont on a vu tout à l'heure les images au niveau du bloc. Elle est sortie le lendemain. Parce qu'elle a quoi? De petites cicatrices comme des coups petites lésions. Donc, elle n'a pas mal. Et on n'a pas besoin de lui faire un traitement extraordinaire, autre que lui donner quelque chose contre la douleur. Et même, elle disait qu'elle n'a pas mal. Donc, c'est bon. Elle peut partir. La durée d'hospitalisation est relativement courte par rapport à la chirurgie classique. Et c'est l'un des avantages de la célioscopie. C'est un grand avantage. Parce qu'on dépense moins, en restant moins à l'hôpital. C'est ça. On reprend vite les activités. On peut retravailler. Et si vous êtes une personne qui est, on va dire, la source financière, donc vous voyez, c'est important que vous retournez au boulot pour pouvoir reprendre vos activités. Voilà. Alors, pourquoi, docteur Koulani l'a dit, pourquoi a-t-on eu l'idée de mettre au point une telle technique chirurgicale? Peut-être à cause des avantages que cela comporte, bien évidemment. La célioscopie, il y a moins de risques de complications, durée d'hospitalisation moins importante, sans oublier le côté esthétique. Alors, voici l'histoire de la célioscopie et les différents avantages ou bénéfices tels que nous les raconte docteur Paja, il est urologue. Contrairement à la chirurgie conventionnelle ou ce qu'on appelle l'open surgery ou encore la chirurgie classique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une pathologie ou une anomalie dans le corps de l'homme
Et donc, pour essayer de résoudre le problème, on est obligé d'aller ouvrir. Maintenant, la cœlioscopie fait quoi? Alors que quand on ouvre, généralement, c'est que déjà, c'est une grande plaie. On coupe, on traverse pratiquement toute la paroi, c'est les muscles qu'on coupe, c'est tout qu'on coupe. Après, il y a un temps important pour la cicatrisation. Le patient est hospitalisé sur une longue durée en attendant qu'il puisse récupérer. Et vous osez bien imaginer que quand on vous coupe, on ouvre, on incise, c'est que ça fait très mal. D'accord? Donc c'est tout cela qu'on essaie un peu d'éviter et on a un peu inventé la cœlioscopie. Donc l'histoire de la cœlioscopie, c'est quelque chose qui a débuté dans les années 40. C'est un gynécologue en fait qui a commencé à pratiquer cela. Donc, il a eu l'idée de faire un petit trou au niveau de l'ombilic d'une patiente et d'aller observer. Le fameux gynécologue, c'est M. Raoul Palmer. La toute première vraie intervention faite par cœlioscopie, c'était, voilà, je pense, dans les années 1979. D'accord? Et c'était en France. Et donc, c'était aussi des gynécologues qui avaient pu faire toute une intervention de A à Z sans ouvrir totalement la patiente. Les trois principaux intérêts, c'est côté esthétique, une bonne récupération et puis un temps d'hospitalisation qui est assez moindre et quelques complications qui sont un peu réduites par rapport comparativement à la chirurgie ouverte. Le patient a souvent moins mal après l'opération parce que là, quand on ouvre, il faut bien écarter, et après le patient, il souffre de douleur. Il faut un long temps de récupération. Et le troisième point, c'est que quand on ouvre, le patient est hospitalisé pendant longtemps. Il faut qu'il puisse récupérer avant de rentrer chez lui. Avec la cœlioscopie, ce n'est pas pareil. Je prends l'exemple, par exemple, en neurologie. Quand on fait ce qu'on appelle une néphrectomie par voie ouverte, le patient il est hospitalisé pratiquement pendant une semaine. Alors qu'avec la cœliochirurgie, au bout de 3 jours, le patient peut sortir. Donc vous voyez, pour une seule intervention, on gagne 4 jours d'hospitalisation. Donc ce qui est énorme. Et en dehors de ça aussi, c'est que quand on va opérer, il y a un point très important pour le chirurgien, c'est sa vision. Alors qu'avec la cœliochirurgie, c'est que l'image est un peu magnifiée et donc le chirurgien voit beaucoup plus aisément que voilà, lors de la chirurgie ouverte. Mais bon, ça c'est un petit plus. Voilà, merci beaucoup, docteur Padja. Docteur Koulani, docteur Padja, tout à l'heure, en parlant des différents avantages de la cœlioscopie, il a sans doute oublié de mentionner le risque infectieux. Parce que lorsqu'il n'y a pas de plaie, il n'y aura pas aussi des risques liés aux infections. Est-ce que j'ai menti? Oui, en cœlioscopie ou en laparoscopie, il y a effectivement moins de risques infectieux post-opératoires. Et ceci ne s'explique pas, comme vous l'avez dit, le fait qu'on opère en vase clos, le fait qu'il y a une hyperpression, les gemmes sont, on va dire, pas capables de rentrer dans le ventre. Et puis, l'utilisation même du CO2 crée un milieu, le gaz carbonique, l'acidité et tout, qui favorise, on va dire, protection du ventre, donc du début de l'intervention jusqu'à la fin et bien après. Très bien. Alors, est-ce que l'ASGOT, c'est la Société des gynécologues obstétriciens du Togo, dont vous faites partie probablement, alors, docteur Koulani? Sans doute. Sans doute. Est-ce que l'ASGOT envisagerait par hasard de faire la promotion de cette technique chirurgicale ici chez nous au Togo? Au détriment de la chirurgie classique ou non, pas au détriment. Vous savez, l'endoscopie, c'est... Vous ne souhaiterez plus ouvrir le ventre de la femme, non, je suppose. Mais attention, il reste quand même que, pour certaines interventions, c'est la chirurgie traditionnelle. Il ne faut pas donner l'impression aujourd'hui qu'on ne fera plus. On va effacer la chirurgie traditionnelle. Non, il restera toujours des indications qui, certainement, de jour en jour, vont devenir... On fait rappel à cette chirurgie classique. Mais elle existera toujours. La SGOT fait déjà beaucoup de choses. Notre dernier congrès a été consacré pratiquement à l'endoscopie.
parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on est en retard. On est en retard dans la pratique. Mais est-ce que c'est aussi que seulement l'affaire de la SGOT, ou bien, vu les avantages, les décideurs doivent se saisir de cette politique, ou les enseignants, l'université? Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il faut aller ailleurs pour apprendre la technique. Il faut arrêter donc ce que nous apprenons, c'est-à-dire que quand vous êtes en spécialisation de gynécologie, ici, vous êtes obligé à un moment donné d'aller apprendre ailleurs la célioscopie. Une remise à niveau. Non, la célioscopie devait être intégrée à la formation. Un peu comme si vous apprenez à faire une césarienne. On ne doit pas arrêter la formation de gynécologie ici ou d'obstétrique ici, aller apprendre la césarienne. Non, c'est une technique. Donc, en fait, c'est une politique globale qu'il faut avoir vis-à-vis de cette, on va dire, relative nouvelle technique, on a dit il y a longtemps déjà, en faisant en sorte que l'université, les départements d'enseignement, comme on l'a dit, toutes les spécialités s'intéressent, mettre les programmes à jour en introduisant la célioscopie dans la formation. Et je pense que ça va prendre. Comme de la mayonnaise. Alors, dernier sujet de cette émission, elle souffrait des problèmes de l'infertilité depuis plus de 5 ans ou bien 7 ans. Finalement, sur les conseils du médecin gynécologue, elle a accepté de se soumettre à la célioscopie. Son problème a été donc diagnostiqué et traité grâce à cette technique chirurgicale. A-t-elle eu finalement la chance de concevoir et goûter à la joie d'être appelée maman aujourd'hui? Nous allons écouter le témoignage de Madame C qui a accepté nous parler au micro de Santé d'abord. Mon histoire est poignante. En fait, je vivais en couple heureux. Et mon mari et moi, on attendait toujours le fruit de notre amour qu'on ne voyait pas. Donc, mon infertilité a duré 7 ans. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour avoir un enfant, mais on n'est jamais parvenu. Et donc, on s'est résolu d'aller voir les gynécologues. Et c'est là où on m'a proposé de faire une célioscopie. C'était la première fois d'entendre ce mot et je me disais comment ça va se faire. Le médecin, le gynécologue m'a rassuré que non, que c'était un examen qui se passe bien, qu'il ne va pas m'opérer. J'étais toujours inquiète, mais le jour de l'opération, ça a été une belle surprise. Et ils ont pris de leur machine là et posé sur mon ventre. Et ils ont visualisé ce qu'ils devaient visualiser sur un écran. Ils voyaient ce qu'ils vont voir. Et c'est ce qui fut fait. Et après, je me suis retrouvée en salle de repos où j'ai géré les séquelles de l'anesthésie, les vomissements, la nausée, la fatigue. Après juste 6 mois, c'était la belle surprise pour la famille, surtout pour la belle famille. Je suis tombée enceinte. Et mon mari m'a vraiment soutenue. Et au bout des 9 mois, je me suis vue mère de 2 jumelles. Le gynécologue avait vu mon problème, c'est que mes trompes étaient bouchées. C'est une technique qui marche bien, j'en suis l'une des bénéficiaires. Et je voudrais rassurer toute femme qui soit dans le cas, ça peut être trompe bouchée ou autre problème. C'est une nouvelle technique qui ne fait pas mal. On visualise juste votre abdomen, on ne vous déchire pas le ventre. Et on vous traite. Quand on voit votre problème, on situe vraiment votre problème. On va vous traiter et vous allez être heureuse comme moi. Donc après 2-3 jours, j'ai juste eu quelques maux de bas-ventre. Mais c'était passager, ça n'a pas duré. Et c'était ça. Sinon, je n'ai pas eu de problème en tant que tel. Alors, merci beaucoup à Madame C qui a réclamé l'anonymat. C'est pour cela qu'elle n'a pas accepté faire ce témoignage à visage découvert. Vous devez la comprendre, ça fait partie de son intimité. Alors, Dr Koulani, elle a évoqué dans son témoignage les effets secondaires liés à l'anesthésie.
Elle a parlé de la fatigue, de la nausée, même du vomissement. Est-ce que vous confirmez ces petits malaises? Oui, ça peut arriver. Il y a des médicaments qu'on utilise soit pour endormir ou pour lutter contre la douleur qui entraîne la nausée et les vomissements. Ça peut arriver. Ok. Elle a parlé, son problème c'était les trompes bouchées. Alors, trompes bouchées, est-ce que la cœlioscopie, dans ce cas, a joué le rôle de diagnostic ou bien le rôle de thérapie? Ou bien les deux à la fois? Les deux à la fois. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus, on dit cœlioscopie tout court parce que bien souvent, on regarde mais on agit. C'est ça. Et en ce qui concerne les trompes, c'est souvent ça. Hein. On va voir exactement ce qui se passe parce qu'on a des images avant, d'échographie, de radio de trompe qui ne sont pas des images très convaincantes. Donc on se dit, mais du moment où on n'a que des images d'une réalité qu'on ne maîtrise pas, allons voir ce qu'il en est. Et une fois dans le ventre, quand on voit, on agit. C'est comme les Anglais disent, see and treat. On regarde et on agit. Et certainement qu'on a dû réouvrir les trompes qui étaient bouchées. Voilà, la communication de la trompe avec les ovules. Et donc voilà, vite fait, la grossesse peut arriver. Voilà, c'était le cas effectivement, mais elle a également parlé d'un problème qu'elle a eu, un problème post-opératoire, quand elle faisait, quand elle a fait allusion tout à l'heure des maux au niveau de son bas-ventre, mais heureusement que ce sont des douleurs passagères, voilà. Tout à fait normal. Vous savez, nous mobilisons beaucoup les organes pour pouvoir bien voir. Et comme vous avez vu sur notre reportage, il y a une personne qui est en bas qui essaie donc de mobiliser. Ces mobilisations peuvent laisser des petites douleurs, mais aussi la cicatrice, la plaie opératoire peut faire mal. Donc, mais encore une fois, ça n'a d'aucune commune mesure avec une douleur d'une opération avec le ventre complètement ouvert. Ok, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous allons demander au Dr Kolani de conclure cette émission. Quelle sera votre conclusion, Dr Kolani, par rapport à ce thème, la cœlioscopie? Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir mis la lumière sur cette pratique chirurgicale qui, finalement, n'est pas aussi nouvelle que ça. Elle est nouvelle parce que peut-être que nous sommes en retard. Nous sommes en retard et si on date de 1970, les grandes opérations, aujourd'hui, dans nos grands centres, nous ne sommes pas encore, on va dire, au début ou que nous ne sommes qu'au début donc, de ces interventions. Et ceci est lié au fait que nous n'avons pas peut-être encore bien intégré l'endoscopie dans la formation, c'est ce qu'il faut faire. La SGOT va jouer sa partition, comme vous l'aviez dit tantôt. Mais les universitaires, les ministères de santé et le gouvernement, on va dire, vu que c'est une vraie révolution sociale et économique, vu que ça permet de gagner beaucoup d'argent finalement, et on pourrait donc permettre que la cœlioscopie s'installe aussi chez nous. Ailleurs, c'est clair que la cœlioscopie, c'est la chirurgie de demain. Pour s'en rendre compte. C'est la chirurgie de demain, effectivement. Pour s'en rendre compte. Le monde évolue. Il suffit de demander à votre fille, aujourd'hui, vous lui faites le topo de opérer, ventre fermé, opérer. Elle vous dira tout de suite, je choisis. Le choix sera clair. Donc, c'est la chirurgie de demain. Il faut s'y mettre. Et comme j'aime dire à mes jeunes collègues, si vous ne faites pas la cœlio vous fera. C'est-à-dire que si vous n'allez pas vers la cœlioscopie aujourd'hui, demain vous aurez des patients qui viennent d'autres médecins qui ont fait la cœlioscopie. Il va falloir que vous compreniez ce qui s'est passé. Il va falloir que vous puissiez aller dans la même dynamique. Sinon, la patiente va dire non, je ne veux plus de ça. Sur les événements. Donc, ce sont les patients qui vont nous l'imposer. C'est un peu comme l'échographie. En 1980, qui faisait l'écho? Aujourd'hui, les patients, quand ils arrivent dans nos cabinets, ils disent « Je veux qu'on me fasse une échographie ».
Elle n'attend pas que vous lui demandez. Donc, ce sera ainsi et il va falloir qu'on s'y mette. La cystoscopie, chirurgie de demain, docteur Kolani a été assez clair. Alors, un mot sur le Covid-19. Quel est votre message par rapport à cette pandémie et à la lutte que nous menons ici au Togo? Ne nous lassons pas. Continuons les mesures qui sont données et c'est sûr que ça va encore prendre du temps. Prenons donc à bras le corps toutes les mesures qu'on nous recommande donc de respecter pour que, on va dire, vive la nation. Parce que aujourd'hui, le docteur Aboubli l'a dit, c'est tout le monde qui peut passer. Voilà. Donc, disons, le Covid ne passera pas par moi. Merci beaucoup. Le Covid ne passera pas par moi. C'est un message fort. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. C'est fini pour l'émission Santé d'abord de ce mardi 18 août 2020. Merci beaucoup pour votre attention. Nous étions avec le docteur Jean-Claude Capoin-Kolani. Il est gynécologue obstétricien à la clinique Biassa. Il nous a beaucoup éclairé ce soir sur la cystoscopie, cette technique chirurgicale qui est une innovation, il faut le dire, et une révolution d'ailleurs, qui consiste à aller opérer sans avoir à ouvrir le ventre de la patiente ou du patient. Une grande innovation, vraiment, qu'il faut applaudir, même si, comme il le dit, ça existait depuis, mais nous sommes en retard pour en parler. Merci beaucoup à toute l'équipe de la réalisation, avec à la tête M. Kati. Je vous retrouve dans l'émission Amina du samedi à partir de 21h25. Mais vous pouvez revoir cette émission jeudi à partir de 14h10. Merci encore une fois et passez une excellente soirée sur la première. Au revoir et à très bientôt. Merci Dr Kolani d'être passé dans cette émission. Nous espérons vous revoir bientôt. On reviendra pour d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.